à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Fabrice Ndimurukundo assure la mise en onde et Steve Niyongeko est à la prise d'image. Bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 19 novembre 2020. Donc voici les principales articulations. Un couple du quartier Mouyaga a été retrouvé mort le matin de ce jeudi. Les circonstances de ces deux morts ne sont toujours pas élucidées. Les non-membres du Parti de l'Aigle s'insurgent contre les contributions forcées qui leur sont demandées pour l'organisation des festivités de clôture de la semaine dédiée aux combattants de ce parti. Cela se passe en mairie de Bujumbura. Dans ce magazine, nous ferons également un tour au camp de réfugiés d'Ondouta pour parler éducation et plus précisément du manque criant de bancs pupitres à l'école fondamentale Undugu. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Politique d'abord. Le gouvernement du Burundi est tenu au respect des conventions internationales, en l'occurrence celle sur l'élimination de la discrimination raciale. Réaction de Vincent Ploton, directeur en charge des plaidoyers auprès des organes conventionnels au sein du Service international des droits de l'homme. Vincent Ploton explique que le recensement ethnique mis au point par le gouvernement du Burundi pourrait semer le chaos compte tenu des crises interminables qu'a connues le pays. Vincent Ploton s'est entretenu avec Trésor Niyongabo. Il est apparu que ce recensement va être effectué visant à recenser les fonctionnaires de l'État, qui est effectivement le plus gros employeur au Burundi, sur la base de l'ethnie et de la région de provenance. Un certain nombre de préoccupations sont soulevées par ce fichage, et ces préoccupations sont d'autant plus légitimes qu'elles interviennent dans un contexte de tension continue. Il est très important de rappeler que le Burundi se doit de se conformer à ses obligations internationales, notamment en vertu de la Convention sur l'élimination de la discrimination raciale. Je rappelle aussi que les rapports de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi ont rappelé périodiquement, chaque année, à quel point le discours de haine et l'incitation à l'hostilité à dimension ethnique continuaient à poser problème au Burundi. Donc je crois que les préoccupations sont tout à fait légitimes dans ce genre de contexte. Le droit international, bien entendu, interdit l'incitation à la discrimination, à l'hostilité et à la violence sur des bases ethniques. Le fichage dont il est question donne lieu à des préoccupations, surtout qu'il fait écho à un processus similaire qui a été mis en place quand il a été demandé aux ONG présentes au Burundi de donner des informations sur l'ethnie de leur personnel, ce qui déjà avait abouti à une levée de bouclier à l'époque. Et je voudrais encore une fois faire écho à la commission d'enquête sur le Burundi, qui a souligné et qui a détaillé un certain nombre d'incidents d'incitation à la haine et à la violence dans le contexte préélectorale de l'élection de 2020 au Burundi. Par exemple, la commission d'enquête a noté que l'ancien président Nkurunziza privilégiait l'emploi d'une terminologie Abenegi Hugu pour désigner ceux à qui le Burundi appartient, plutôt que Abanyigi Hugu, qui est un terme plus neutre utilisé ordinairement pour désigner les habitants du Burundi. Cette perception, cette présentation du monde de eux contre nous, ou nous qui sommes les légitimes habitants, les légitimes dirigeants du pays contre les autres. Et ce discours-là a une dimension ethnique très forte. Et vu le contexte historique, les massacres qui ont eu lieu au Burundi au cours des dernières décennies, on peut tout à fait faire référence au génocide de 1994 au Rwanda. Et bien entendu, on peut penser qu'un tel recensement pourrait être utilisé par des groupes, par des individus qui auraient des mauvaises intentions. Dans un contexte où les appels à la haine sont là, sont documentés. Vincent Ploton de rappeler Gitega qu'il est toujours sous la surveillance vigilante de la communauté internationale quant à l'usage éventuel des résultats de ce recensement ethnique. Encore une fois, Vincent Ploton. Les risques sont bien réels et malheureusement, ils sont documentés au niveau international et au niveau régional. Un certain nombre d'institutions ont tiré la sonnette d'alarme. Le Burundi reste
surveillés étroitement par la communauté internationale, en particulier par les mécanismes internationaux de protection, de défense des droits humains, de prévention du génocide. La commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme effectue son travail et bien entendu a à cœur de documenter la situation. Des instances comme le comité pour l'élimination de la discrimination raciale qui s'était déjà saisi de la situation au Burundi en adoptant une déclaration urgente en 2016 pourrait effectivement être saisie et dans le cadre de la procédure d'action urgence ou d'action préventive pourrait être saisie, ce qui serait d'autant plus important que le rapport périodique du Burundi à ce comité est en souffrance depuis 1998, donc il s'agit là d'une possibilité. Il advient de voir exactement quel usage sera fait de ce recensement, mais je pense qu'il est opportun aussi de rappeler au Burundi ses obligations en vertu du droit international, en vertu des traités internationaux, notamment pour ce qui concerne la discrimination raciale, l'incitation à la haine, dans un contexte de tension qui reste très élevé. Ce recensement ethnique a été clôturé dans le secteur public, mais s'étendra prochainement au secteur privé. Et toujours en page politique, les membres de la société civile et les journalistes doivent contribuer à la sécurisation de leur pays. Propos du président de la République, selon Évariste Ndayishimiye, et celui qui s'y dérobe doit être poursuivi par la justice. Suivez. Umurundi wese n'umunyamahanga wese wa mu Burundi ategerezwa kwirinda guhungabanya umutekano w'igihugu. Chaque citoyen burundais et tout étranger qui vit au Burundi ne doit pas perturber la sécurité du pays. Mais au Burundi, on dit qu'un membre de la société civile ne doit pas veiller à la sécurité du pays. Il peut même tuer une personne et on veut qu'il ne soit pas puni. Même si un journaliste tue une personne, on dirait qu'il n'y a pas de problème, qu'il ne faut pas l'arrêter. Un journaliste a lui aussi le devoir de veiller sur la sécurité du pays. D'ailleurs, il reçoit beaucoup de nouvelles. Il doit informer la police, c'est un devoir. Le journaliste est concerné par le devoir constitutionnel. Il est plus informé. Il est le premier à informer la police. S'il ne le fait pas, c'est une infraction. C'est une non-assistance à une personne en danger. Si tu es au courant que l'ennemi va attaquer le Burundi et que tu ne signales pas les Burundais, c'est une trahison et aussi une infraction punissable. Tu ne peux pas dire que tu es journaliste ou prêtre et tu restes indifférent. Tu dois veiller à la sécurité des autres citoyens car tu es burundais. Ibyo ntibirimo uri Murundi utegerezwa gucungera umutekano abarundi bene wabo. Iyo ni ingingo ya 72. Ces propos ont été tenus ce lundi lors du lancement officiel de la semaine dédiée aux combattants. Et dans l'entretemps, les habitants de certains quartiers de la mairie de Bujumbura crient à la persécution faite par les membres du parti CNDD-FDD à leur égard. Et pour cause, ce parti présidentiel serait en train de les intimider et de les forcer à contribuer pour les festivités de clôture de la semaine dédiée aux combattants. Les détails avec Clovis Nyonzima. Dans certains quartiers comme Kamenge, Gihosha et Kinama, la collecte de ces contributions est faite par les chefs de cellule au sein du parti CNDD-FDD. Ces derniers exigent à tout le monde de contribuer pour financer la célébration de la clôture de la semaine dédiée aux anciens combattants de ce parti. Ceux qui sont visés par ces responsables locaux du parti au pouvoir sont ceux qui exercent de petits commerces, des fonctionnaires ainsi que des employés du secteur privé, précise un habitant de la place. En zone Kinama, dans le quartier Luigi, le chef de ce quartier, prénommé Michel, accompagné de certains Imbonerakure, dont un parmi les responsables du marché Kinama d'Inodo Claude, passe sur chaque kiosque et restaurant de ce quartier en demandant une somme de 5 000 francs. Ces responsables locaux du parti au pouvoir ne distinguent pas les membres du CNDD-FDD de ceux qui ne le sont pas. Ils se munissent de plusieurs faits portant l'emblème du parti au pouvoir sur lesquels ils mentionnent les noms des contributeurs, mais ne délivrent pas des récits en retour. Ce qui nous attriste, c'est que nous sommes obligés de payer cette somme alors que nous ne sommes pas tous les membres du CNDD-FDD. Quand bien même nous serions membres du CNDD-FDD, nous référions de notre propre gré. Ils nous menacent aussi de nous chasser du quartier à défaut du paiement de cette contribution. Ceux qui ne sont pas membres du parti de l'Aigle demandent plutôt que ces contributions soient exigées à ceux qui sont concernés par ces festivités. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Nancy Ninette Mutoni, porte-parole du parti CNDD-FDD, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche.
RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page sécurité, l'on parle de la découverte ce jeudi matin de 2 corps au quartier Muyaga de la zone Gihosha. Nous sommes dans la municipalité de Bujumbura. La première victime était suspendue à une corde, tandis que l'autre a été tué, égorgé. Hervé Niouhire nous en dit plus. Les victimes sont Adronis Nyonghuru, âgé de 42 ans, est originaire de la commune Mugina, en province de Chibitoke, ainsi que Diane Mukamana, âgée de 36 ans, et qui était la voisine d'Adronis. Selon les informations en provenance du quartier Gisandema, le premier corps sans vie a été retrouvé vers 6 heures, était celui de Nyonghuru Adronis. Celui qui a vu son corps en premier lieu révèle qu'il était attaché à une corde et pendu sur un arbre. Les mêmes informations indiquent qu'après avoir été au courant de ces et alerté sa femme. Mais une fois au domicile de la victime, sa femme était morte. Nos sources font savoir qu'il avait été égorgé. Comme le confirment les habitants du quartier d'Ogisandema, l'origine de ce meurtre est qu'Adronis accusait sa femme de planifier de le quitter pour un autre homme, comme c'était mentionné dans une petite lettre retrouvée à côté du corps de Denise Mukamana, la femme d'Adronis. Merci à toi Hervé Niouhiri. De la sécurité, passons à la page santé, où désormais le Burundi n'accepte les certificats de Covid-19 délivrés à l'étranger. Propos du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi, le docteur Tadé Ndikumana a fait savoir à tout visiteur qui devra refaire le même test à l'INSP pour prouver réellement qu'il n'est pas porteur de ce virus. Suivez. Nous avons commencé effectivement à accueillir les passagers, notamment à l'aéroport de Bujumbura. Et la décision qui a été prise par le gouvernement, c'est de pouvoir faire un test systématique à chaque passager. Et comme vous le savez, le premier vol est venu le 9 novembre. Et jusque-là, nous avons déjà accueilli 453 passagers qui ont été testés. Et nous avons trouvé 16 cas positifs. Alors, comme défi que nous avons rencontré, c'est qu'il y a des vols qui amènent beaucoup de cas positifs, notamment Ethiopian Airlines. Et le vol du 14 novembre, sur 39 passagers, nous avons trouvé 10 cas positifs. Nous avons déjà signalé les autorités en charge des agences de voyage pour pouvoir discuter avec cette compagnie parce que c'est anormal. Et aussi, nous avons pris la décision de conserver les certificats que les voyageurs amènent ici au Burundi pour pouvoir communiquer avec les laboratoires qui les ont délivrés parce qu'il peut s'agir de fraudes. C'est ainsi que, comme nous voyons que ceux qui viennent de l'extérieur peuvent entrer, passer à travers les mailles de filet et entrer au niveau des communautés, nous avons recommandé aux agents de santé communautaire et aux élus locaux de vérifier que chaque individu qui vient de l'extérieur dispose d'un certificat COVID-19 délivré par le laboratoire national de référence de l'INSP. Et au cours de cette même conférence de presse, le docteur Tadé Ndikumana a promis de doter chaque commune d'un docteur chargé de la prise en charge des malades atteints de Covid et de toute personne présentant les symptômes de cette pandémie, en plus d'être suffisamment équipé pour pouvoir pratiquer sur place le dépistage de la Covid-19. Nous voulons impliquer les agents de santé communautaire qui étaient affectés dans la lutte contre la tuberculose parce que les signes évocateurs de Covid-19 ressemblent aux symptômes de la tuberculose, notamment la fièvre, la toux, l'asthénie. Et ils vont les référer au niveau des centres de santé. Ces centres de santé disposent actuellement des laboratoires microscopistes qui ont été formés pour faire le prélèvement et la prise en charge de Covid-19. Et nous attendons aussi que la fonction publique puisse nous donner la liste des médecins qui ont été recrutés pour aller prester au niveau de chaque commune, ainsi que les auxiliaires de santé. Et les hôpitaux de district dans chaque pays disposent du matériel pour pouvoir faire le diagnostic et la prise en charge, que ce soit ici à mairie de Bujumbura ou à l'intérieur du pays. Et en premier lieu, nous avons prévu un médecin généraliste et un auxiliaire de santé dans chaque commune, comme cela a été recommandé par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui vont prester au niveau de chaque commune et qui vont nous aider à lutter contre le Covid et à
encadrer ces agents de santé communautaire que nous avons commencé à former aujourd'hui. Pour rappel, le ministre Tadei Ndikumana tient ses propos 2 semaines seulement après un rapport sorti par son ministère, lequel rapport faisait état d'une insuffisance alarmante d'équipements et de structures sanitaires de prise en charge des cas de la Covid-19. Et toujours en parlant de cette pandémie, les Burundais qui font souvent des voyages à l'extérieur du pays crient à l'extorsion et pour cause. Ils dénoncent la lenteur dans l'octroi des résultats des tests de la Covid-19, d'où ils demandent au gouvernement de veiller au respect des 72 heures prévues pour leur éviter des dépenses supplémentaires occasionnées par ces retards, vu qu'ils sont obligés de passer plusieurs jours en quarantaine dans des hôtels. Le point avec Nadège Irakodze. Ces Burundais qui voyagent à l'extérieur du pays font savoir que lorsqu'ils reviennent au Burundi, ils passent environ 1 semaine en quarantaine dans des hôtels en attendant les résultats des tests de la Covid-19, ce qui crée des doutes du fait qu'il était prévu que les résultats de ces tests leur soient octroyés après 72 heures, c'est-à-dire après 3 jours. C'est une bonne chose, la mesure prise par l'État, que tous les voyageurs qui proviennent de l'étranger soient dépistés de la Covid-19 et qu'ils aillent en quarantaine dans des hôtels déjà prévus durant 72 heures pour attendre les résultats du test. Mais au lieu de passer 72 heures, ces voyageurs peuvent attendre presque 1 semaine. Une situation qui crée des doutes, car premièrement, les frais d'hébergement dans ces hôtels ont été revus à la hausse. Celui qui était à $10 est actuellement à $40. Celui qui était à 20 000 francs burundais est passé à 60 000 francs burundais, voire plus. Une autre chose, il semble qu'ils font tout pour retarder l'octroi des résultats de ces tests de dépistage pour que ces hôtels gagnent plus d'argent. Ces Burundais trouvent également qu'en les obligeant à passer ces jours supplémentaires dans ces hôtels très coûteux, c'est une manière de les extorquer de l'argent. Ils demandent ainsi au gouvernement de résoudre ce problème. Nous demandons que le délai prévu de 72 heures soit respecté et qu'on laisse rentrer chez eux les voyageurs dont les résultats de dépistage sont négatifs, car les garder dans ces hôtels fait qu'ils dépensent de plus, ce qui laisse croire que ces hôtels collaborent avec ceux qui octroient ces résultats de ces tests afin d'extorquer les gens. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Dr Tadei Ndikumana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Nadège Irakodze, une courte pause et nous abordons la page gouvernance de ce magazine. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni appelle les responsables, tout comme les employés de l'Office national des télécommunications, ONATEL en sigle, à se ressaisir et à remettre sur les rails cette entreprise étatique en faillite, et ce avant que des sanctions ne tombent. C'était au cours d'une descente sur les lieux qu'il a effectuée ce jeudi. Suivez. Faites vous-même une auto-évaluation. En 2015, cette société avait un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards. Mais après 5 ans seulement, elle a 5 milliards. C'est-à-dire qu'il y a une perte de 50%. Cette même société avait une masse salariale de 58% en 2015. Mais en 2019, elle est de 65% du chiffre d'affaires. Vous prenez tout, mélangez le capital et les bénéfices et vous les transformez en salaire. Et là, vous oubliez celui qui vous a donné le capital, qui est l'État. En répartissant les salaires, vous devriez vous rappeler la part de l'État. Pour ça, nous interpellons tous les employés de l'ONATEL. Désormais, ils doivent travailler en suivant la loi et les règlements d'ordre intérieur de la société pour améliorer le rendement de cette société selon les objectifs de l'État. Je prends ce temps pour vous mettre en garde pour la dernière fois. Ceux qui ne veulent pas travailler convenablement, l'État les remplacera par les autres qui le veulent. Le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni a été repris en français par notre confrère Vicky Chris Nineliti. Et toujours en page gouvernance au Burundi, il s'observe une grande violation du code du commerce. C'est du moins l'analyse du président de l'OLICOM après que certains commerçants aient refusé de se conformer au prix officiel du ciment Bousseko. Pour Gabriel Rouftiri, il suffit que le gouvernement y mette du sien et maintient les sanctions à défaut de les durcir pour que la situation se normalise. Suivez.
l'ORICOM l'a déjà remarqué ici dans notre pays. Il est clair que le code de commerce n'est pas du tout appliqué dans la mesure où il y a une partie des commerçants qui sont privilégiés par rapport aux autres. Nous voyons ici et là la pratique de concurrence déloyale. En plus, il y a le favoritisme, le népotisme. Donc, toutes sortes d'infractions en matière commerciale sont commises au vu et aussi de tout le monde. Malheureusement, les serviteurs qui devaient aider pour que la concurrence soit loyale ne font rien malheureusement. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui c'est le ciment de Buseko, mais hier vous vous souvenez, même jusqu'aujourd'hui, c'est le sucre de Sosumo, c'est les boissons produites par la Prarudi, sans oublier aussi des fois les produits pétroliers. Donc même les produits que nous produisons nous-mêmes ici au Burundi, vous voyez, à cause de cette concurrence déloyale, il y a une partie des commerçants qui n'accèdent pas à ces produits alors qu'ils en ont droit. Malheureusement, quand la loi n'est pas appliquée, quand la loi est appliquée pour une partie des commerçants, eh bien, c'est ce que vous êtes en train de voir. Ce sont des prix qui sont revus à la hausse, malheureusement au détriment des citoyens burundais. Voilà pourquoi l'ORICOM demande à ce que les serviteurs burundais puissent appliquer la loi, rien que la loi, que ces produits soient disponibles pour tous les commerçants et que le prix soit respecté par tout le monde. Sinon, comme je vous le dis, si ces principes de transparence et d'équité ne sont pas appliqués, c'est toujours ces mêmes problèmes qu'on va toujours assister, malheureusement impuissamment. Le président de l'ORICOM, Gabriel Rufftidi, s'est entretenu avec notre confrère Eloge Divin Remisha. Je vous le disais en titre, les élèves burundais de l'école fondamentale Undugu, située dans les enceintes du camp de réfugiés burundais d'Unduta en République unie de Tanzanie, suivent les cours étant assis à même le sol, faute de bancs pupitres. Les parents d'élèves, de même que les enseignants, indiquent qu'ils ont à maintes reprises soumis la question aux responsables de l'éducation dans ce camp, mais que rien n'a jusqu'à présent été fait. C'est un reportage signé Emmanuel Niyongeko. Depuis plus d'une année, le problème de manque de bas pupitres s'observe à l'école fondamentale Undugu. Cette école est située dans la zone 9 du camp d'Unduta en République unie de Tanzanie. Les élèves réfugiés burundais de la première jusqu'à la troisième année s'asseyent par terre. Un des parents d'élèves révèle que même le rapport relatif a été transmis aux concernés, mais rien n'a été fait. Il y a un manque criant de bancs pupitres. Tous les élèves de la première jusqu'en troisième s'asseyent à même le sol. Pourtant, le responsable de l'éducation au camp d'Unduta a déjà transmis le rapport aux autorités tanzaniennes et sont venus pour faire le constat, mais n'ont rien fait. Ce problème date de l'année dernière et s'observe même pendant cette année scolaire en cours. Ce manque de bancs pupitres se remarque surtout à l'école fondamentale Undugu, car sur d'autres écoles, même s'il arrive un moment où les élèves s'asseyent à 4, ils s'asseyent quand même. Le problème de manque de bancs pupitres constitue donc un handicap pour l'apprentissage des élèves, selon un des enseignants prestant à cette école. De plus, ajoute-t-il, lorsqu'il y a une haute personnalité qui visite cet établissement scolaire, les élèves sont obligés d'être renvoyés. Nous sommes frustrés par le fait que s'il y a une visite prévue à cette école, les élèves de la première jusqu'à la troisième année vont à la maison. C'est une façon de montrer à ce visiteur que ce sont des salles de classe non fonctionnelles. C'est un problème sérieux qui hante le secteur de l'éducation, car vous savez que c'est dans la classe de première année où les élèves apprennent à écrire et à compter. Alors, comme ils s'asseyent par terre, cela devient un véritable problème. À ce propos, nous avons tenté de joindre le coordinateur de l'éducation au camp d'Unduta, mais sans succès. L'école fondamentale Undugu comprend près de 1000 élèves réfugiés burundais.
Merci à toi Emmanuel Niyungekou. Et pour clore ce magazine, le 19 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des toilettes. Une journée instaurée pour conscientiser les gens sur l'importance d'avoir des latrines propres et sécurisées. Avec pour thème l'assainissement durable et le changement climatique, cette journée arrive au moment où la province de Gitega, qui est l'actuelle capitale politique du pays, n'a presque pas de latrines publiques, à la grande désolation des habitants de la place et des touristes, n'est-ce pas, Éloge Divin Remish? Et oui, Josiane Mouzaneza, au chef-lieu de la province Gitega, il a été construit 3 maisonnettes qui devraient servir de toilettes publiques. Elles ont été construites par la GIZ, cela fait plus de 7 ans. Une de ces maisonnettes a été implantée à l'ancien parking des bus qui se rendent à Bujumbura. On pouvait s'en servir moyennant paiement de 100 francs pour le petit besoin et 200 francs pour le grand besoin. Cette infrastructure n'est pas aujourd'hui opérationnelle. Des galeries et des kiosques ont été construits tout autour. La latrine n'est même plus visible par les passants. La deuxième latrine se trouve à près de 500 mètres de la première. C'est au parking de bus qui prennent la direction Karoudi et Ngozi. Au même endroit se trouvent des cabarets et restaurants. La troisième latrine avait été construite au quartier Magarama. Cette latrine est uniquement utilisée par des vendeurs ou des clients du petit marché de la localité. Au chef-lieu de la province Gitega, 6 infrastructures servent de tribunal et plus de 11 banques. Le public visiteur de tous ces lieux ne trouve nulle part où se soulager. Des fois, il se retrouve dans l'obligation d'aller se soulager dans des cabarets ou dans des toilettes de ménage environnants. Merci à toi, Éloge Divin Remisha. Et c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 19 novembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Aimé Steve Niyungekou, Fabrice Ndimurukundo qui était de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.